À 13h47, dans la ville occupée de Zaporijia, 12 drones ukrainiens foncent à 97 km/h vers un train de munitions russe. Mais les opérateurs qui les contrôlent ignorent que l'artillerie russe a déjà localisé leur position. Le premier obus de 152 mm atterrit à 800 mètres, assez près pour faire tomber de la poussière du plafond. Les Russes les ont détectés à l'instant même où 48 moteurs sans balais se sont mis en marche simultanément. Cette impulsion électromagnétique a allumé tous les capteurs dans un rayon de 10 km, comme si l'on allumait les lumières d'un stade. Les opérateurs ont un choix, avorter la mission et survivre ou continuer sous le feu. Ils ont environ 12 minutes pour atteindre le train. L'artillerie russe a besoin d'à peu près 3 minutes pour les trouver. Ils décident de poursuivre la mission. Un BTR repère l'essaim de drones et ouvre le feu. Des balles traçantes décrivent des arcs dans l'air matinal. La formation se sépare instantanément. 4 en hauteur, 4 en basse altitude, 4 droits au milieu. Les balles de mitrailleuses filent dans l'espace vide. Mais voici ce que les Russes ne peuvent pas voir. Chaque drone traîne un câble à fibre optique plus fin qu'une ligne de pêche, tandis que le brouillage russe inonde chaque fréquence, avec 10 kW d'interférence. Ces câbles transportent des données à la vitesse de la lumière, complètement immunisés. Le véhicule de guerre électronique de 10 millions de dollars en dessous d'eux pourrait tout aussi bien être un presse-papier très cher. Tandis que les drones étaient désormais en route, l'artillerie russe avait trouvé la position exacte des opérateurs et commençait à pilonner l'endroit. Mais les opérateurs ukrainiens s'étaient préparés à cela. Ils se sont positionnés dans 3 bunkers séparés, espacés de 500 mètres. Et voici pourquoi cette distance spécifique était importante. Un obus d'artillerie de 152 mm crée un rayon létal allant jusqu'à 300 mètres. Avec un espacement de 500 mètres, même un coup direct sur un bunker n'affecterait pas les autres. Les Russes pouvaient éliminer un bunker, être 2 avec une chance incroyable, mais jamais les 3. 8 drones survivraient toujours pour accomplir la mission. Le deuxième obus a atterri à 600 mètres, plus près, mais l'artillerie était toujours en phase de recherche. À travers la caméra du drone de tête, l'opérateur pouvait voir clairement la cible maintenant. De la fumée de diesel noir s'élevant du train. Il approchait d'une zone où la voie ferrée filait droit sur 2 km, à travers un terrain découvert, trop loin des points d'appui défensifs, trop exposé pour qu'une protection rapprochée soit efficace. Les Ukrainiens avaient étudié cette route pendant des semaines. La fenêtre durerait exactement 97 secondes. Le troisième obus a eu un impact à 450 mètres, et celui-ci a tout changé. Les éclats d'obus de l'explosion ont sifflé dans l'air à 1500 mètres par seconde, et 3 pièces ont atteint leur cible. Les câbles à fibre optique des drones 2, 5 et 8. Les câbles de seulement 0,8 mm d'épaisseur ont été coupés instantanément. Ces 3 drones sont immédiatement passés à l'alimentation de secours par batterie et au contrôle radio. Mais cela signifiait qu'ils étaient désormais vulnérables au brouillage. Les 9 autres drones, leurs câbles à fibre optique intacts, continuaient de transmettre des données par des impulsions de lumière, se propageant à travers le verre à 200 000 km par seconde. Les opérateurs du bunker 1 ont donné l'ordre, continuer la mission tout en se déplaçant. Au moment où ils attrapaient leur équipement et se déplaçaient vers la position de secours, le 4e obus d'artillerie s'est écrasé au sol à quelques mètres de là, mais ils étaient déjà partis, sprintant à travers le tunnel de liaison vers le bunker 4, 700 mètres à l'est. L'artillerie devrait les réacquérir et cela prendrait un temps qu'ils n'avaient pas. Bien que 3 drones fussent désormais vulnérables, les 9, toujours connectés par des câbles à fibre optique, étaient complètement immunisés contre la guerre électronique. Les signaux radio voyagent dans l'air et peuvent être perturbés en inondant ces fréquences de bruit. Mais les câbles à fibre optique transmettent des données sous forme de lumière rebondissant à travers des fibres de verre. Brouiller les ondes radio pour arrêter un signal à fibre optique, c'est comme essayer d'arrêter la lampe de poche de quelqu'un en lui criant dessus. Les lois de la physique n'interagissent tout simplement pas. Les 3 drones en secours radio, cependant, étaient sur le point de faire face à leur premier véritable test. Le véhicule de guerre électronique R330 ZH Zytel, positionné à la jonction ferroviaire, a détecté l'essaim de drones à 7 km et a immédiatement activé ses émetteurs. 10 kW d'énergie électromagnétique ont inondé toutes les fréquences de 100 MHz à 2 GHz. Assez de puissance pour submerger chaque canal de contrôle de drone commercial, signal GPS et communication radio dans un rayon de 30 km. Les 3 drones fonctionnant en secours radio après la rupture de leur câble sont devenus noirs instantanément. Leurs écrans sont passés au statique, mais les 9 autres ont continué. À l'intérieur de la cabine de commandement du Zytel,
L'opérateur a regardé son affichage en cascade changer alors que le système commençait à pomper encore plus d'énergie. Chaque fréquence était saturée par son signal de brouillage. Il avait réussi à créer une bulle électromagnétique de 30 km de large. Sur son écran, 3 signaux de drone s'étaient éteints instantanément. Mais 9 autres continuaient d'arriver, leurs signaux incroyablement clairs. Il a vérifié son équipement. Confus. Comment pouvait-il encore transmettre à travers 10 kW de brouillage? Les opérateurs ont essayé de changer de fréquence, 2,4 GHz à 5,8 GHz, et chaque bande militaire connue. Bientôt, le Zytel diffusait du bruit sur tout le spectre. C'est comme essayer d'avoir une conversation dans une pièce où 1000 haut-parleurs jouent des chansons différentes au volume maximum. Les 3 drones en contrôle radio volaient désormais à l'aveugle, continuant sur leur dernier cap jusqu'à ce que leur batterie soit morte ou qu'ils heurtent quelque chose. Mais voici la belle ironie de la guerre électronique. Elle est aveugle. Le champ de brouillage massif du Zytel n'affectait pas seulement les systèmes ukrainiens. L'équipage du BTR-422A, au point de contrôle 9, pouvait voir l'essaim de drones approcher sur l'imagerie thermique et a essayé d'envoyer un avertissement radio au système de défense aérienne, Pansir à 3 km de là. Rien que du statique. Leur radio militaire était tout aussi morte que les fréquences ukrainiennes. Les Russes s'étaient aveuglés en essayant d'aveugler l'ennemi. Les 9 drones avec des câbles à fibre optique intacts ont volé, complètement épargnés. Le Zytel pouvait pomper 100 kW et cela n'aurait aucune importance. Le véhicule de guerre électronique de 10 millions de dollars conçu pour abattre les drones de l'OTAN à 30 km était absolument impuissant contre des drones connectés par ce qui était essentiellement une très longue ligne. De pêche, le mécanicien de locomotive, prévenu d'une possible activité de drone lors de son briefing de mission, a poussé les manettes des gaz vers l'avant. Le convoi a accéléré de 42 à 48 km/h, puis 52, atteignant finalement un maximum de 56, la limite absolue pour 4000 tonnes de cargaison sur des voies ferrées vieillissantes. Mais l'accélération a créé un nouveau problème. Chaque kilomètre-heure plus rapide signifiait que le point d'interception se décalait de 10 à 7 mètres plus loin sur la voie. Les opérateurs ukrainiens devaient recalculer continuellement chaque correction de cap brûlant de la batterie qu'ils ne pouvaient se permettre d'épargner. L'équipage du BTR au point de contrôle 9 avait exactement 8 secondes pour engager. C'est le temps pendant lequel l'essaim de drones resterait dans leur enveloppe d'engagement, alors qu'ils traversaient perpendiculairement à leur position. Le tireur a fait pivoter sa tourelle en essayant de calculer l'angle de correction pour des cibles se déplaçant à 27 mètres par seconde. À cette vitesse et à cet angle, il devait viser 15 mètres devant l'endroit où se trouvaient les drones. Il a ouvert le feu avec la mitrailleuse PKT, 800 coups par minute, décrivant des arcs dans l'air de l'après-midi. Au moment où il a calculé la correction appropriée et dirigé son tir sur la trajectoire de vol, l'essaim était passé derrière une ligne d'arbres. 8 secondes pour acquérir, suivre, corriger et engager 9 cibles de la taille d'une assiette, se déplaçant plus vite que la circulation routière. La géométrie était impossible. Chaque balle a manqué sa cible. Le tireur du BTR s'était entraîné pour ce scénario d'innombrables fois dans des simulateurs, mais la réalité était différente. À l'entraînement, les cibles se déplaçaient de manière prévisible. Les drones se déplaçaient aléatoirement toutes les 2 secondes, en haut, en bas, à gauche, à droite, comme des colibris ivres. À travers son image de visée, il pouvait voir les câbles à fibre optique qui les suivaient, scintillant au soleil de l'après-midi comme de la soie d'araignée. Il a essayé de les guider correctement, mais c'était comme essayer de tirer sur l'ombre d'un oiseau. Au moment où il visait l'endroit où il allait, il avait déjà changé de direction. Le commandant du BTR a cogné son poing sur la tourelle. Il ne pouvait même pas signaler le raté, car les radios étaient toujours brouillées. Les 9 drones survivants ont continué vers le train, maintenant à 4,2 km de l'interception, mais le système de défense aérienne Pansir-S, 1 à la jonction ferroviaire, les avait détectés sur l'imagerie thermique. Ce radar conçu pour suivre les missiles de croisière filtrait les minuscules signatures de drones comme du bruit au sol. L'opérateur est passé en mode électro-optique, suivant manuellement l'essaim, entrant à travers ce qui était essentiellement un télescope très cher avec des canons attachés. Mais malgré cela, le Pansir prouverait que parfois, un coup de chance est tout ce qu'il faut. Les doubles canons automatiques 2A38M du Pansir ont ouvert le feu à 3200 mètres. Mais le tireur n'essayait pas de toucher des drones individuels. Ce serait comme essayer de tirer sur des moustiques avec un fusil. Au lieu de cela, il a réglé ses obus de 30 mm pour une détonation en rafale aérienne. Chaque obus était programmé pour exploser à une distance prédéfinie.
se fragmentant en 400 morceaux d'éclats d'obus d'acier dans une sphère de 4 mètres. À 5000 coups par minute, il créait un mur de métal entre les drones et leurs cibles. Le drone 6 a disparu dans une boule de feu orange à 2900 mètres. 3 secondes plus tard, le drone 11 a explosé. Les 7 drones survivants se sont immédiatement dispersés en 3 dimensions. 3 grimpant à 200 mètres, 3 plongeant à hauteur d'herbe, 1 maintenant l'altitude mais se déplaçant latéralement. Cela a forcé le tireur du Pantsir à faire un choix. Le Pantsir a été conçu pour arrêter les missiles de croisière Tomahawk et les F-6, des menaces qui se comportent de manière quelque peu prévisible. Mais ces drones se déplaçaient comme des guêpes en colère. Et le tireur était confronté à un choix impossible. Son ordinateur recommandait d'engager le groupe en altitude. Ils étaient plus faciles à suivre contre le ciel. Mais son entraînement disait « Engagez d'abord la menace la plus proche ». Il avait 2 secondes pour décider. Il a choisi le groupe en altitude, ignorant qu'il venait de répéter la même erreur qui avait causé l'anéantissement d'un autre train 3 semaines auparavant. Il a élevé ses canons vers le groupe grimpant, s'engageant sur cet ensemble de cibles. Erreur classique dans la défense aérienne. Vous engagez toujours la menace la plus proche en premier, car elle a le moins de temps pour réagir. Pendant que les canons du Pantsir traquaient vers le haut, poursuivant les drones grimpants, le groupe à basse altitude accélérait vers le train, indifférent. Le tireur a réalisé son erreur, mais ne pouvait pas pivoter assez vite pour réacquérir. Les drones bas étaient déjà au-delà de son angle d'engagement optimal. Mais ce n'était pas le seul mur de plomb à travers lequel les drones devaient voler. Alors qu'ils se rapprochaient des voies, une section de soldats russes au poste d'observation 7 a ajouté sa puissance de feu. 40 fusils AK, tirant en salve synchronisée. Mais le tir était presque impossible. Les drones traversaient perpendiculairement à leur position à 27 mètres par seconde. À 200 mètres de distance, chaque drone passait exactement 0,74 secondes dans le champ de vision d'un soldat. Le temps de réaction humain est de 0,25 secondes. L'acquisition et la visée de la cible prennent encore 0,5 secondes. Au moment où un soldat pouvait appuyer sur la gâchette, le drone était déjà parti. Pendant ce temps, 4 drones spéciaux qui volaient à 500 mètres d'altitude ont plongé vers les voies ferrées, 800 mètres derrière le train en pleine vitesse. Ils ont largué leurs charges utiles, simultanément. Des charges de termites qui se sont enflammées à l'impact avec les rails. La termite n'est pas un explosif. C'est un mélange de poudre d'aluminium et d'oxyde de fer qui brûle à 2500 degrés Celsius. L'acier de chemin de fer brûle à 1370 degrés. La termite a rongé les rails comme de l'acide à travers du papier, transformant 4 sections de voie en flaques de métal en fusion en quelques secondes. Alors que les drones continuaient leur approche, les canons du Pantsir brillaient d'un rouge cerise à cause du tir soutenu. Les canons automatiques modernes peuvent maintenir leur cadence de tir maximale pendant environ 45 secondes avant que la chaleur ne déforme le rayage. Après cela, les obus basculent au lieu de tourner et la précision devient nulle. Le tireur n'a eu d'autre choix que de cesser le feu pour le refroidissement. Cela a créé une fenêtre de 12 secondes, une éternité au combat où le ciel était dégagé. 7 drones se sont engouffrés dans la brèche. Des avertissements de batterie clignotaient en orange sur les écrans des opérateurs. La lutte contre les vents contraires et les corrections de cap constantes avaient épuisé la puissance plus rapidement que prévu. Le drone 3 affichait 10 à 8%, le drone 7 21%. Il leur fallait 30 secondes de plus pour atteindre le train, mais il leur restait peu, être 20 secondes de vol motorisé. La fumée des feux d'herbe allumés par la termite dérivait sur le champ de bataille avec le vent de l'après-midi. L'imagerie thermique peut voir à travers l'obscurité, la pluie et le brouillard, mais pas à travers la fumée. Les particules de carbone absorbent le rayonnement infrarouge sur toutes les longueurs d'onde. Pendant des secondes cruciales, chaque position de défense russe a perdu le contact visuel. Les drones ont traversé la fumée à 1400 mètres de la cible, leurs caméras montrant des détails individuels sur les wagons, les marquages d'unités, les motifs de rouille et même l'avertissement au pochoir blanc sur le wagon 22. Explosifs de classe 1,1. Les câbles à fibre optique approchaient de leur extension maximale. À exactement 12 000 mètres, ils se libéraient automatiquement pour éviter de s'en mêler. 10 secondes avant le largage. 5, 3, 2. Le premier câble s'est libéré à 13 mètres de la cible avec un simple mécanisme à ressort conçu à l'origine pour les moulinets de pêche. Le drone 1 est passé à l'alimentation par batterie. Il restait maintenant 8%, assez pour peu, être 10 à 8 secondes si tout fonctionnait parfaitement.
Les autres câbles se sont libérés en séquence sur 3 secondes. Les drones volaient maintenant librement, n'étant plus immunisés contre le brouillage, mais aussi trop proches pour être arrêtés. 1053 mètres de l'impact et se rapprochant à 27 mètres par seconde. Le mécanicien de locomotive les a vus à travers son pare-brise. 7 points noirs grandissant rapidement contre le ciel de l'après-midi. Il a claqué la manette des gaz vers l'avant au-delà des butées mécaniques, outrepassant chaque régulateur de sécurité. Les moteurs diesel ont immédiatement atteint la zone rouge, mais pousser plus fort a en fait empiré les choses. Les roues motrices ont perdu de la traction et ont commencé à patiner sur les rails. L'acier sur acier a un coefficient de frottement de 0,78 lorsqu'il est statique. Mais une fois que les roues commencent à glisser, il tombe à 0,25. Plus il poussait fort, plus les roues polissaient les rails au lieu de les agripper. Le train a en fait perdu 2 km/h, mais il a continué. Le Pantsir a tenté un dernier engagement, mais les drones étaient entrés dans sa portée minimale, 500 mètres, où les canons automatiques ne pouvaient pas s'abaisser en dessous de -5 degrés. Le système était conçu pour engager des missiles de croisière et des avions approchant par le haut, pas des drones rasant le sol. 20 millions de dollars de technologie de défense aérienne vaincue par la trigonométrie de base. Le tireur ne pouvait que regarder son écran, alors que 7 drones disparaissaient sous son enveloppe d'engagement. Les soldats russes au dernier point de contrôle ont ouvert le feu avec tout ce qu'ils avaient. Mitrailleuses, fusils AK, même des RPG-7 ont explosé comme des rafales antiaériennes improvisées. Mais les drones suivaient l'axe exact de la voie ferrée, utilisant le train de 600 mètres comme couverture contre le tir latéral. Pour toucher les drones, les soldats auraient dû tirer à travers leur propre train. La géométrie protégeait parfaitement les assaillants. La batterie du drone 3 est morte complètement à 100 mètres de la cible. Le moteur s'est arrêté instantanément, les hélices tournant inutilement, mais l'élan du drone l'a porté vers l'avant. À 97 km/h, avec une résistance à l'air minimale, le drone mort planerait le reste du chemin avant que la traînée aérodynamique ne puisse l'arrêter. L'opérateur avait calculé cela parfaitement. Le drone parcourrait la distance finale uniquement grâce à la physique. À travers la dernière caméra fonctionnelle, l'opérateur a regardé les ingénieurs de combat russes tenter de découpler le wagon 22 pendant que le train était en mouvement. L'attelage était sous 4000 tonnes de tension à 56 km/h. Le mécanisme de sécurité était spécifiquement conçu pour ne jamais se libérer sous charge, empêchant une séparation catastrophique pendant le fonctionnement normal. Les ingénieurs auraient tout aussi bien pu essayer de défaire un nœud fait d'acier alors qu'il était tiré par des bulldozers. Le drone 9 a reçu une rafale chanceuse d'un PKM, un éclat d'obus coupant son bloc batterie. Il a dégringolé dans le champ de blé à 400 mètres de la cible. 6 drones restants. Les opérateurs avaient calculé pour 60% de pertes dès le départ. Ils n'avaient besoin que de 4 impacts pour atteindre le succès de la mission. La marge était toujours positive. À 13h59, le drone de tête s'est écrasé contre l'attelage entre la locomotive et le premier wagon. L'ogive RPG-7 a explosé à l'impact. Sa charge creuse, créant un jet de cuivre en fusion, se déplaçant à 2800 mètres par seconde, 9 fois la vitesse du son. Le massif axe d'attelage en acier s'est cisaillé instantanément. 4 autres impacts ont suivi en séquence précise. L'ensemble de la valve de carburant du wagon 3 s'est rompu, pulvérisant du diesel sous pression. La conduite de frein du wagon 7 a été sectionnée, bloquant les roues de chaque wagon suiveur. Le wagon 10 à 8, un wagon de munitions à peau mince, a pris un coup direct, déclenchant une chaîne d'explosions secondaires. Le système de ventilation du wagon 22 a été pénétré à 13h50 et 1 minute et 10 à 8 secondes. À l'intérieur du wagon 22, 12 tonnes de roquettes thermobariques TOS-1A chauffaient lentement à cause de joints endommagés par les vibrations. L'impact de l'ogive a poussé la température interne au-delà de 447 degrés Celsius, le point d'auto-inflammation. Le mélange air-carburant a explosé avec une onde de pression se propageant à 3000 mètres par seconde. Les wagons 20 à 24 ont simplement cessé d'exister, vaporisés en plasma. L'onde de choc a soulevé les wagons 25 à 47 complètement hors des rails, les faisant basculer bout à bout à travers la campagne. Le champignon atomique a grimpé à 1400 mètres. En 4 secondes, 4800 $ de drones de course modifiés avaient effacé 127 millions de dollars d'actifs militaires russes et coupé la seule ligne ferroviaire alimentant 3 divisions mécanisées, se préparant à l'assaut de demain. Au revoir pour l'instant.